Hélène, merci beaucoup de nous avoir Bonjour. rejoints depuis déjà quelques minutes. Donc, tu es pharmacienne biologiste, ancienne chargée de recherche à l'INSERM. Et puis une participante plus qu'active, tu consacres énormément d'heures au Conseil scientifique indépendant, à l'association AMSIB dont tu fais partie, donc l'association internationale de médecine scientifique indépendante et bienveillante. Voilà, tu as fait beaucoup de recherches en pharmacologie moléculaire, anticancéreuse, et depuis quelques années, bien sûr, tu travailles sur les questions particulièrement de virologie et d'immunologie. Et on te remercie beaucoup de ton expertise qui complète celui du docteur de Voilà, Lorgeril, ça va être dans la suite. et puis de ce travail énorme que tu fais. Donc, un grand, grand merci pour ta présence. Donc ça, tu peux passer à la suivante. Donc ça, j'ai déjà dit. Voilà, la suivante. Alors, ça, c'est les résultats de la FDA donc, du mois de juin 2023 qui nous dit déjà donc le vaccin sera inefficace puisque bon, c'est juste le petit schéma qui est en bas, la petite ligne. Il nous montre que le vaccin monovalent, déjà, il a une efficacité négative parce que la ligne grise qu'on voit là, c'est le zéro. Ouais, mais je ne peux pas vous montrer avec la souris. Et donc, il a une efficacité négative contre les hospitalisations dues au variant XBB. Ça, déjà, c'était en printemps. Voilà, donc c'est officiel, c'est sur le compte-rendu de la FDA. Et donc, ce qui est prévu, c'est une seule dose pour les plus de 6 ans, car ils reconnaissent que 90% de la population est immunisée. Et pour les enfants, par contre, ils recommandent 2 à 3 doses et une dose tous les 4 mois pour les plus de 65 ans. Donc voilà, ils imaginent que les enfants de moins de 6 ans ne sont pas immunisés, ce qui est complètement loufoque, puisque tous les animaux de la planète ont rencontré le SARS-CoV-2. La suivante. Alors, c'était juste un petit schéma pour vous montrer que le variant qui circule actuellement, EG à droite, là, au milieu à droite, EG.5, il représente 29% des souches qui circulent, alors que le XBB qui est au milieu, qui était au printemps, il représente plus que 1%. Voilà. Donc, sur la diapo suivante, on a le même schéma avec les pourcentages en bleu du variant XBB, qui à gauche, vous voyez, au mois de juin, c'était une grosse partie quand même. Et puis, plus on avance dans le temps, plus ça diminue. Et là, on est tout à fait à droite au mois de septembre. Il y avait juste une toute petite ligne bleue, c'est 1%. Donc, on vaccine contre un variant qui a disparu. Voilà. Ensuite, la diapositive suivante. Et donc, si vous voulez les détails, je vous ai mis le lien vers un article du CSI qui nous explique tout ça, qui nous rappelle que les variants actuels qui circulent, ils ont très faible dangerosité. Il rappelle que l'essai, il a été fait par Moderna sur 50 personnes et il n'a pas été conçu pour mesurer l'efficacité. Voilà, donc déjà, ça ne donne rien comme résultat. Ils ont juste mesuré le taux d'anticorps 15 jours après le vaccin. Et la méthode qu'ils utilisent pour montrer que ces anticorps sont actifs sur le virus, elle n'est pas reconnue par la HAS. D'ailleurs, la HAS, elle n'a pas donné son avis sur cette vaccination de l'automne de Covid. Et les effets indésirables, ils ont été suivis sur 28 jours, sur 50 patients qui ont déjà été vaccinés 4 fois contre la Covid, donc c'est des gens qui sont bien résistants. Et le résultat, c'est que ces vaccins adaptés, ils ont le même profil de toxicité que les vaccins antérieurs. Donc, on sait déjà qu'ils sont toxiques. Voilà. Donc, la suivante. Donc, en conclusion, le vaccin, il est dirigé contre un variant qui ne circule plus. D'après la FDA, la FDA, c'est l'autorité de régulation aux USA, il sera certainement inefficace et même avec une efficacité négative, c'est-à-dire que les personnes qui sont vaccinées, plus elles sont vaccinées, plus elles sont susceptibles d'attraper la Covid. Et ça, j'ai déjà expliqué, mais après, si vous voulez des explications, ça sera dans un livre que je vais bientôt publier. Donc, c'est pourquoi plus on vaccine, plus on risque d'attraper la Covid. La suivante. Alors, je crois que là, j'arrive. Voilà, la diapo suivante. Voilà, pardon. Donc là, je reviens sur les enfants. Donc, je reviens sur ce que j'avais présenté. Ça fait déjà plus d'un an, enfin 1 an et demi, puis c'était en juin 2022, sur les vaccins pour les bébés. C'est à ce moment-là qu'ils ont été autorisés, les vaccins pour les bébés, donc à partir de 6 mois jusqu'à 5 ans.
Alors, déjà, l'efficacité, elle était juste calculée sur le taux d'anticorps. Comme vous a dit Michel Delorgerie, ce n'est pas du tout une preuve de protection. Et déjà, rien que sur ce taux d'anticorps, d'après la FDA, il y avait une efficacité enfin, inférieure à 50%. Ce qui fait que ces vaccins n'auraient jamais dû être acceptés parce qu'il faut une efficacité de plus de 50%. Mais là, ils ont fait une exception à cette règle pour les enfants. Donc, c'est vraiment, on est dans un délire total. On vaccine des enfants et on accepte de diminuer la sévérité des règles d'approbation. Donc, sur ces bébés, donc le suivi des effets indésirables, c'était juste sur 2 mois et demi, alors que les enfants, ils vont avoir le vaccin sur eux toute leur vie. On sait déjà qu'il y avait un enfant sur 200 qui avait subi un effet indésirable grave dans les 28 jours après le vaccin. Alors, je vous ai mis la liste là, mais on va passer sur le type d'effet indésirable et on va voir sur la diapositive suivante que donc l'efficacité, elle était mesurée sur la protection 14 jours après la dose 2. Mais ce qu'ils nous disent, c'est qu'entre la première dose de vaccin et 14 jours après la dose 2, il y avait beaucoup d'infections respiratoires, sans précision. Donc, en fait, c'était des Covid. Voilà, les bébés, on les vaccine et ils attrapent le Covid. Et on nous disait déjà d'ailleurs qu'un rappel serait nécessaire. Ça, c'était pour l'essai Moderna. Mais pire encore, sur la diapositive suivante, pour l'essai sur Pfizer, les calculs d'efficacité, ils ont reposé sur 10 cas seulement, apparus plus de 7 jours après la 3e dose. Par contre, tout ce qui s'est passé entre la dose 1 et 7 jours après la 3e dose, il y avait eu 365 cas de Covid apparus, ils n'en ont pas tenu compte. Voilà. Enfin, c'est vraiment du délire complet. En fait, le vaccin favorise la Covid sévère et multiple chez les enfants qui ne risquent pas de faire de Covid. On sait que les bébés, enfin, au moins jusqu'à 5 ans, ils ne font pas de Covid sévère. Ils ont un petit rhume de rien du tout. Voilà. Et ça, c'est dans voilà, c'est dans le compte-rendu de la FDA. Il y a eu des cas de Covid multiples chez les vaccinés et aucun cas chez les placebos. Et ce qu'on voit, c'est que les enfants qui avaient fait des infections antérieures, aucun n'a été infecté, ce qui démontre l'efficacité à 100% de l'immunité naturelle contre la Covid. Alors là, la diapositive suivante. Bon, ça, donc, c'était pour les bébés, enfin les enfants de 6 mois à 5 ans avec le vaccin Covid. Là, je vais vous parler des vaccins anti-Covid chez les femmes enceintes. Les effets indésirables, la mortalité, c'est-à-dire les enfants morts-nés, et les vaccins qui sont recommandés pour les bébés dès l'automne. Donc, il faut savoir que dès février 2021, c'est-à-dire à peine 2 mois après le début de la campagne de vaccination, la FDA, l'autorité de régulation américaine, savait que le vaccin ARN traverse le placenta, qui donc il va toucher les fœtus et qu'il passe dans le lait des mères vaccinées qui allaitent. Et que, ayant passé dans le lait, il occasionne des effets indésirables chez le bébé allaité et aussi chez le fœtus en ayant traversé le placenta. Ça, c'était marqué dans le rapport de la FDA du 28 février, enfin, qui examinait les effets indésirables entre le 11 décembre 2020 et le 28 février 2021. Alors, il faut se rappeler que c'était des cas rapportés spontanément, c'est-à-dire c'est les gens qui spontanément vont dire j'ai eu un effet indésirable. Donc, on a des chiffres, mais on ne peut pas faire de calcul parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans les réseaux sociaux qui font des calculs, des pourcentages. On ne peut pas les faire parce que c'est des cas spontanés. Ce n'est pas toutes les personnes vaccinées à qui on a demandé ce qui s'était passé. C'est des gens qui ont déclaré spontanément un effet indésirable. Mais on voit déjà qu'il y avait des fausses couches et des accouchements prématurés dans ces gens qui déclaraient des problèmes. La diapositive suivante. Donc, on a une description des accouchements prématurés et comme par hasard, ces prématurés, ils ont des signes qu'ils ont été atteints à travers le placenta par le vaccin, puisqu'ils ont des effets indésirables du vaccin. Ils ont des tachycardies, détresse respiratoire, thrombose. Et donc, tout ça, c'est cohérent avec le fait que le vaccin traverse le placenta. Ça n'a pas été prouvé scientifiquement à 100%, mais il y a tellement
disons, d'hypothèses qui vont dans ce sens-là, et la FDA ne l'a pas nié dans son rapport. Elle a dit que les fœtus avaient été exposés à travers le placenta. La diapositive suivante. Alors, pour ce qui est de l'exposition par le lait, la FDA, dans son rapport, elle décrit les effets indésirables des bébés qui ont été exposés au vaccin par le lait maternel. Et tous ces effets sont apparus dans les 7 jours après le vaccin de la maman, ce qui est cohérent avec le fait qu'on retrouve l'ARN dans le lait, dans la semaine qui suit l'injection. Donc voilà, les mamans sont vaccinées, elles allaitent, et le vaccin passe dans le lait dans la semaine. Après, on n'en a pas retrouvé, ça dure qu'une semaine. Et donc les bébés manifestent des effets indésirables du vaccin. La diapositive suivante, donc ça c'était connu dès février 2021. Alors, il y a un autre rapport qui confirme ça, c'est toujours la même chose, c'est des notifications spontanées, et on voit des morts fétales chez les femmes vaccinées. Et il faut dire aussi qu'il y a un essai clinique Pfizer qui a été lancé sur les femmes enceintes. Alors là, quand je vous en parlais l'an dernier, on n'avait pas les résultats publiés. Maintenant, on a une partie des résultats publiés et il semble que c'est vraiment très mauvais. Sur la diapositive suivante, et d'ailleurs, c'est confirmé par les statistiques. Donc ici, c'est en Allemagne, on a une augmentation de la mortinatalité, c'est-à-dire des bébés morts-nés, à peu près 9 mois après le début de la campagne de vaccination. Ça, c'est en Allemagne. Diapositive suivante. En France, on a aussi une baisse de la natalité. Toutes les courbes qui sont en haut pleines, c'est jusqu'en 2022, et la courbe en pointillé en bas, c'est 2023. On voit qu'il y a vraiment une baisse très nette de la natalité depuis 9 mois après les vaccins. Et ce qui est le plus grave, c'est que ça continue et ça augmente. Voilà, l'effet est à retardement. Sur la diapositive suivante, on va voir que c'est la même chose. Ça, c'est un résumé qui a été fait par un chercheur indépendant dans différents pays d'Europe, et d'après les données officielles, et on voit qu'il y a un nombre le nombre de naissances vivantes diminue beaucoup par rapport à la moyenne antécédente. Voilà. Ensuite, la diapositive suivante, on a aussi les chiffres. Voilà. Alors ça sera un article qui sera bientôt publié par James Thorpe, qui est un gynécologue, ça a été accepté donc, et qui nous dit qu'il y a un risque augmenté de fausses couches après vaccin Covid. Voilà, donc ça devient vraiment confirmé. Alors, les autres mauvaises surprises de la rentrée, là, Michel Dorgelly vous en a dit un mot, c'est la lutte contre les bronchiolites. Donc, ça consiste en un vaccin anti-VRS, qui est le virus respiratoire syncytial, qui est responsable de la bronchiolite pour les femmes enceintes, c'est-à-dire on vaccine les mamans pendant la grossesse pour protéger le bébé à la naissance. C'est une vaccination indirecte. D'un côté, on a ça, et de l'autre côté, on a un anticorps monoclonal, Beyfortus, qui est aussi contre ce même virus et qui, lui, est destiné aux nouveau-nés. C'est-à-dire que les nouveau-nés, on ne les vaccine pas, mais on leur injecte directement l'anticorps qui est censé les protéger contre le virus de la bronchiolite. Diapositive suivante. Et déjà, je vous rappelle que depuis un an, les autorités ont préparé le terrain, en particulier le journal Le Monde, pour l'arrivée de ces vaccins, en nous faisant croire que les bronchiolites saturaient les réanimations pédiatriques. Donc, le problème, c'était la saturation des réanimations pédiatriques. Et on va voir sur la diapositive suivante. Donc, qu'est-ce qui a été mis en place pour répondre à la saturation de ces réanimations pédiatriques? C'est un vaccin qui est entre guillemets classique, donc l'Abrysvo, qui est destiné aux femmes enceintes, c'est un vaccin classique sur les protéines du virus, mais quand même, il est cultivé sur des cellules d'ovaires de hamster, c'est-à-dire c'est des cellules cancéreuses de hamster. Donc, il peut y avoir des contaminants qui restent de ces cellules dans le vaccin. Alors, ce vaccin, il a été autorisé par la FDA pour les femmes enceintes après avoir été réservé aux plus de 60 ans. L'Agence européenne du médicament, elle l'a autorisé directement en juillet 2023 pour les femmes enceintes et les plus de 60 ans, mais il n'est pas autorisé sur les bébés. Et c'est un peu une source de confusion parce que je crois qu'il y a des gens qui ne comprennent pas bien qu'on vaccine les mamans pour protéger les bébés. Et ce n'est pas clair dans les journaux et chez les professionnels de santé. La diapositive suivante. Alors, est-ce que ce vaccin est efficace contre les broncholites des futurs bébés?
Eh bien, d'après le compte-rendu de la HAS, non, parce qu'il a une efficacité insuffisante sur les infections. On verra plus tard que les infections bronchiolites, c'est pas grave chez les bébés. Ce qui est embêtant, c'est chez certains bébés les hospitalisations. Et il ne va pas protéger contre tous les virus en plus. On a deux souches et il va protéger moins contre l'une contre l'autre. Et par exemple, un an après la naissance, l'efficacité, elle est 33%, mais en fait, c'est un chiffre, une moyenne, en fait, elle peut être très bien nulle. Voilà. Ensuite, la diapositive suivante. Alors, donc, il n'est pas efficace et il a des effets indésirables. Et sur ces femmes enceintes, la publication qu'on a nous montre que 20% des femmes ont été retirées de l'étude. On ne sait pas pourquoi. Est-ce que c'est des effets indésirables? On lit sur la notice FDA qu'il y a eu plus de prématurés dans le groupe vacciné que dans le groupe placebo. La publication scientifique, elle n'est pas accessible gratuitement. Je l'ai eue, mais je n'ai pas eu le matériel supplémentaire. Donc, en fait, il y a des choses qui sont masquées. Et surtout, d'après les auteurs, le vaccin, il est efficace. Il serait efficace sur les hospitalisations, mais il ne réduit pas suffisamment le risque de cette maladie chez les bébés. Donc, eux-mêmes disent que ça ne fonctionne pas. Et la diapositive suivante, on va voir qu'un autre vaccin que celui qui est autorisé par la FDA sur les femmes enceintes, c'est le même vaccin, quasiment le même de chez Glaxo. Ils avaient arrêté l'essai clinique sur les femmes enceintes parce qu'il provoquait des prématurés. Justement ce que la FDA a remarqué sur le vaccin de Pfizer. Donc voilà, celui-là s'appelle Arexvy et il n'est pas recommandé pendant la grossesse, alors que c'est quasiment le même. Voilà, oui, la suivante. Donc, conclusion sur ce vaccin antibronchiolite destiné à la maman enceinte pour protéger le bébé à sa naissance. Il y a un risque de prématurité, donc il est dangereux. Il ne réduit pas suffisamment l'incidence des bronchiolites chez les bébés. Et on se pose poser la question, pourquoi il n'administre pas au bébé? Parce que peut-être c'est trop dangereux, parce qu'on sait historiquement que les vaccins antibronchiolites, ils sont connus pour provoquer l'ADE, c'est-à-dire une facilitation de l'infection. Il y avait des enfants qui sont morts de bronchiolite grave dans les essais cliniques précédents. Donc c'est sans doute pour ça qu'ils ne l'administrent pas au bébé, et ils veulent l'administrer aux femmes enceintes, mais même chez les femmes enceintes, c'est toxique aussi. La diapositive suivante, ça c'était la FDA, sur les vaccins anti-bronchiolite pour les mamans. Maintenant, on va voir ce qui se passe en France particulièrement avec l'anticorps monoclonal, donc qui est destiné à protéger les bébés contre la bronchiolite. On leur injecte directement l'anticorps. On ne leur injecte pas un vaccin qui leur fait fabriquer l'anticorps, mais on leur injecte l'anticorps. C'est Sanofi qui commercialise ça en collaboration avec AstraZeneca. Et il faut savoir que la FDA, donc l'autorité de régulation américaine, elle a enregistré 12 décès dans les groupes vaccinés. Alors, excusez-moi, j'ai mis vacciné, mais ce n'est pas vacciné, c'est injecté, parce que ce n'est pas un vaccin. Déjà, il y a une erreur. Donc, et les décès dans le groupe injecté, ils n'ont pas été reliés au traitement. Mais ça, c'est eux qui décident. Il n'y a aucune raison de les exclure. L'Agence européenne du médicament, elle a enregistré 3 décès dans les groupes placebo et 11 décès dans les groupes traités. Et elle a conclu que la balance bénéfice-risque était positive. C'est absolument aberrant. La diapositive suivante. Alors, quand dit la HAS en France, eh bien, elle dit que le service médical rendu est faible. Mais malgré ça, elle le recommande quand même, ce qui est complètement contradictoire. Donc, la diapositive suivante, elle nous dit aussi, elle nous rappelle que la bronchiolite, c'est une maladie spontanément, d'évolution spontanément favorable, qu'elle est le plus souvent bénigne, et que les seuls enfants, les seuls bébés qui risquent quelque chose, ce sont ceux qui ont une cardiopathie congénitale ou un déficit immunitaire ou une maladie pulmonaire. Donc pourquoi ne pas réserver ce médicament qui est peu efficace en fait à ces bébés? Eh bien, la diapositive suivante, en fait, la HOS nous rappelle que ces bébés fragiles, ils représentent que quelques milliers de bébés, alors que la population ciblée, si on cible tous les bébés, c'est 725 000 par an. Donc, c'est vraiment la poule aux œufs d'or pour le fabricant. Alors, qu'est-ce que c'est que ce Beyfortus? C'est un anticorps monoclonal donc, qui est produit sur des cellules en culture. C'est pareil, il peut y avoir aussi des contaminants de cellules dans le produit. Et il a été aussi modifié, un peu comme les ARN des vaccins Covid, modifié
pour prolonger sa durée de vie. Et donc, il y a plus que de risques que les bébés fabriquent des anticorps contre cet anticorps. Et d'ailleurs, c'est ce qui a été trouvé dans les essais. C'est la HAS qui nous le dit. Des anticorps contre ce médicament ont été détectés chez 5 à 6% des sujets ayant reçu le médicament. Donc déjà, on sait que ils ont inventé en quelque sorte un nouvel effet anti-médicament, c'est que la personne traitée fabrique elle-même des anticorps anti-médicaments. La diapositive suivante. Alors, la HAS, elle donne en fait un avis assez honnête, puisqu'elle nous montre que ça ne marche pas, mais elle donne quand même un avis favorable, ce qui est contradictoire. Elle nous explique qu'il y a beaucoup plus d'effets indésirables par rapport aux médicaments précédents, qui étaient à peu près équivalents. Elle nous rappelle qu'il y a une absence de données qui permettent d'étayer un impact sur la réduction de la durée d'hospitalisation et du transfert en réanimation. Ce qui était ça le but recherché, puisqu'on nous a dit depuis un an que le problème, c'était la saturation des réanimations avec les bronchiolites. Et là, la HAS nous dit, ce médicament ne réduit pas l'entrée en réanimation des bébés, donc ça ne sert à rien. Et en plus, elle nous dit, attention, ça risque de sélectionner des virus résistants. Et en fait, oui, c'est ce qui se passe dans les essais. On voit que des virus résistants aux médicaments ont été isolés chez des bébés, tous traités. Aucun virus résistant n'a été isolé chez les bébés du groupe placebo. Bon, tout ça, c'est vraiment des arguments qui vont en défaveur de ce médicament. Sur la diapositive suivante, et alors pour la toxicité, elle nous dit qu'il y a des effets indésirables graves, des bronchiolites, des bronchites, des pneumonies, des infections respiratoires et même des décès, des problèmes de plaquettes, de coagulation, des problèmes de réaction allergique. Mais malgré ça, elle nous dit que le profil est acceptable, alors qu'il y a des décès et que ça ne protège pas. Diapositive suivante. Alors là, je vous ai mis juste les chiffres qu'on donne en risque absolu, parce que souvent, ils donnent des chiffres en risque relatif qui sont du style 40%, 50%, mais non, en risque absolu, c'est-à-dire le seul chiffre valable. Contre les infections, ça va protéger entre 2 et 7%, donc c'est pas beaucoup. Ça va diminuer de 2 à 7% le risque absolu d'avoir une infection. Et contre les hospitalisations, ce qui est donc le but recherché, ben ça va être entre 0,35% à 3% de réduction de risque. Donc, c'est négligeable, quoi. Donc, et la HAS, elle conclut à des incertitudes sur le critère d'intérêt clinique majeur. Mais malgré ça, elle dit que aussi que le rapport efficacité effet indésirable est moyen. Et surtout que dans les populations à faible risque, donc qui ne devraient pas être ciblées, eh bien, les résultats sont contradictoires. Et elle nous dit, la HAS, tranquillement, qu'elle va réévaluer dans un an ce médicament, donc après l'avoir injecté quasiment à tous les bébés. Donc voilà, les bébés sont des cobayes. La diapositive suivante. Alors, la Société française de néonatologie aussi, elle recommande l'administration du Beyfortus à tous les nourrissons de moins de 6 mois pendant la période épidémique de la bronchiolite. Diapositive suivante. Et la DGS, donc le ministère, il recommande d'injecter tous les nourrissons dès la maternité, avant leur sortie, au moment où la maman ne les surveille pas trop et n'est pas très attentive à tout ce qu'on fait à son bébé. Et ça, c'est déjà en cours à partir du 15 septembre. Sur la diapositive suivante, donc, conclusion, il faut surveiller les nouveau-nés et refuser explicitement que ce traitement leur soit injecté puisqu'il est inutile et toxique. Et donc, bon, ça, je vais passer parce que je veux vous laisser du temps pour les questions, donc on va passer. C'était des remarques générales sur les populations visées. Je voulais faire quelques petites remarques sur l'aspect financier, juste pour rappeler que le Gardasil, qui est un vaccin entre guillemets classique, il coûte 115 €, enfin 116 € la dose, qui a besoin de 2 ou 3 injections, et le comparer avec l'Infanrix Hexa, donc le vaccin pour les bébés, qui lui est un vaccin équivalent, et qui est de même technologie et qui ne coûte que 32 € la dose. Pourquoi ces différences? Sur les vaccins dont je viens de vous parler, là, les vaccins contre la bronchiolite, donc le Glaxo, qui est réservé aux plus de 60 ans, il coûte 225 €. Pourquoi une différence de prix? L'Abrysvo, donc, qui est recommandé pour les femmes enceintes, pour l'instant, il n'est pas, pour l'instant, il n'est pas vraiment recommandé par les femmes enceintes, encore par la HAS, c'est en cours.
et on n'a pas le prix. Aux États-Unis, il coûte 320 $. Pourquoi cette différence de prix avec toujours l'Inforix, pourquoi 10 fois plus cher qu'un un vaccin équivalent? Et alors, le Beyfortus, qui lui est donc recommandé en France, son prix est secret. J'ai fini par trouver qu'aux États-Unis, il coûterait entre 300 et 500 $. Et il faut savoir que le médicament précédent, qui est d'ailleurs toujours en vente, le Synagis, qui est l'équivalent, il avait été mis sur le marché en 2007 au coût de 1 000 € avec une injection par mois. Finalement, il y a eu des négociations et c'est descendu à 400 ou 700 €. Et donc, le prix du Beyfortus, il est vraiment toujours secret. Le seul prix qu'on connaisse, c'est l'honoraire de dispensation qu'on donne aux pharmaciens, qui varie entre 4 et 22 €. Voilà, donc ça, c'est vraiment scandaleux qu'on ne connaisse pas les prix. Vous avez dû entendre dire qu'il y avait une pénurie prétendument sur ce médicament, prétendument dû à l'engouement des familles. Alors moi, ça m'étonne un peu qu'il y ait un tel engouement des familles pour un vaccin, enfin quelque chose qui s'apparente à un vaccin après ce qui s'est passé sur la Covid. Mais moi, ce que je pense, c'est que cette pénurie, elle est due à des négociations très ardues avec Sanofi sur le prix, parce que voilà, c'est entre 300, 500, 1000 €, on ne sait pas, mais voilà, c'est sûr qu'il y a un problème financier là, qui se cache derrière. Donc, je pense qu'il ne faut pas négliger les aspects financiers. Et donc, la diapositive suivante, vous rappelez que les prix exagérés de ces produits, ils serviraient sans doute à payer les amendes de Big Pharma pour des médicaments, puisqu'on sait que, d'après des sites qui donnent la liste des amendes, que toutes ces Big Pharma, dont je vous ai mis les noms, ils doivent tous plusieurs milliards de dollars d'amendes rien qu'aux USA. Et que le Gardasil, qui est le vaccin HPV, en fait, ce qui circule, mais c'est officiel chez le fabricant Merck, c'est que ça s'appelle Help Pay for Vioxx, c'est-à-dire HPV, Human Papillomavirus. Ça se traduit aussi par ça va nous aider à payer l'amende du Vioxx. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Pourquoi ces prix faramineux pour les vaccins? C'est fait pour payer les amendes pour les médicaments, sachant que depuis 1986, les fabricants de vaccins ne sont plus responsables pénalement, enfin financièrement, des effets indésirables des vaccins, lorsque les vaccins sont recommandés aux enfants et aux femmes enceintes. C'est pour ça qu'il y a une telle pression sur les enfants et les femmes enceintes pour les recommander, parce qu'une fois que c'est fait, ils ne sont plus tenus de payer d'indemnisation aux victimes. Et donc, ils en profitent pour augmenter les prix et ça va leur payer les amendes qu'ils doivent déjà pour des médicaments antérieurs. Et c'est pareil pour les vaccins Covid. Ils ont déjà augmenté en 2021, ils sont passés de 16 à 20, de 19 à 21, voilà, pour Pfizer et Moderna. Et d'après Michel Rivasi, il devrait augmenter en 2023 jusqu'à 100 ou 130 € la dose.